On est le 17 juillet 2014, il est 16h50 heure de Moscou. Un homme tape sur son clavier, clique sur publier et sur Vcontact, le Facebook russe. Dans la région de Torez, nous venons de descendre un avion, un AN-26. Il ajoute des vidéos et on voit notamment une colonne de fumée noire. 30 minutes plus tôt, 298 personnes sont décédées, dont 80 enfants. Cet homme, c'est Igor Strelkov, ex-agent du FSB, commandant séparatiste. Quand il réalise qu'il vient d'avouer un massacre sur son site Vcontact, il supprime tout. Mais c'est trop tard, la Wayback Machine avait tout capturé. Cette archive est devenue la preuve qu'il a condamné à perpétuité. La Wayback Machine, c'est plus de 900 milliards de pages archivées depuis 1996. Mais ça archive pas seulement l'histoire d'Internet, ça archive aussi tout son côté sombre. Les secrets que les gens ont enterrés ou essayé d'enterrer, les traces de personnes disparues, les sites qui n'auraient jamais dû exister, les fantômes numériques, comme on aime bien les appeler. Aujourd'hui les amis, voici plusieurs histoires réelles où la Wayback Machine est devenue un véritable cimetière numérique. Un cimetière, c'est un endroit où repose tout ce qui est décédé. Et la Wayback Machine, c'est à peu près pareil. Sauf qu'au lieu de corps, ce sont des pages web mortes. Des sites abandonnés où personne ne va plus. Des communautés disparues dont on a oublié l'existence. Des secrets qu'on a tenté d'enterrer. Est-ce que vous savez ce que c'est la durée de vie moyenne d'une page web? C'est à peu près 100 jours. Après ça, elle meurt. Soit oubliée, soit effacée. Mais le truc, c'est que la Wayback Machine, elle se souvient. La Wayback Machine, elle archive automatiquement. Elle demande pas la permission et parfois elle capture des choses qu'elle n'aurait peut-être jamais dû capturer. Ou en tout cas que certaines personnes auraient souhaité ne pas se voir capturer. Des tombes numériques, des fantômes qui refusent de disparaître. Et aujourd'hui, je vous propose de venir avec moi pour plusieurs dizaines de minutes pour aller visiter les tombes de ces fantômes. Et on commence avec une tragédie, une tombe avec presque 300 noms gravés dessus. 17 juillet 2014. Qui est Igor Strelkov? Son vrai nom c'est Igor Girkin. Strelkov en russe ça veut juste dire le tireur. C'est un passionné d'histoire militaire qui participait notamment à des reconstitutions historiques, par exemple la bataille de Borodino, Waterloo, mais le truc c'est que Strelkov n'est pas resté dans le passé. C'est aussi un ancien agent du FSB, c'est l'équivalent des services secrets russes. Il a combattu en Bosnie dans les années 90, en Tchétchénie dans les années 2000, et selon l'organisation Mémorial, il serait personnellement responsable des disparitions et meurtres présumés de beaucoup trop de civils en Tchétchénie. Ces crimes n'ont jamais été élucidés. Par exemple, on a pu trouver des choses comme mars 2014, il a participé à l'annexion de la Crimée. Avril 2014, avec 50 hommes armés, il va prendre d'assaut la ville de Slaviansk en Ukraine. Il va s'auto-proclamer ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk. Mais le truc c'est que c'est pas un état, c'est un territoire occupé par des séparatistes soutenus par Moscou. Et lui, c'est leur chef militaire. On avance un petit peu, il est 13h20 le 17 juillet. Le vol MH17 de la Malaysia Airlines décolle d'Amsterdam, destination Kuala Lumpur. À bord, on compte 283 passagers, dont 15 membres de l'équipage. Des familles en vacances, des chercheurs en route pour une conférence sur le sida à Melbourne, des étudiants, des grands-parents et notamment 80 enfants. Le Boeing 717 monte à son altitude de croisière, à peu près 10 000 mètres, bien au-dessus de la zone de conflit d'ailleurs, et c'est un couloir aérien commercial standard, emprunté par beaucoup d'avions. On avance encore un petit peu, il est 16h20, heure locale, et là, l'avion disparaît soudainement des radars. Le transpondeur s'arrête net. Le monde ne le sait pas encore, mais l'avion vient de s'écraser juste à côté du petit village de Khabov, dans la région de Donetsk. L'épave est éparpillée sur plusieurs kilomètres. Des champs de tournesol sont couverts de débris, de valises, de jouets d'enfants et de corps. 298 personnes tuées instantanément. 16h15 heure de Moscou, soit à peu près 30 minutes après le crash. Sur la page Vcontact de Igor Strelkov, donc c'est plus ou moins un Facebook russe, un message apparaît. Le message dit: Dans la région de Torez, nous venons de descendre un AN-26. Il se trouve quelque part près de la mine Progress. Nous les avions avertis de ne pas voler dans notre espace aérien. Nous avons les vidéos comme preuve. L'oiseau est tombé sur un terril. Les zones résidentielles n'ont pas été touchées. Le post inclut 2 vidéos. Elle montre une colonne de fumée noire, la même fumée et le même endroit. Sauf que l'avion qui a été descendu, c'est pas un AN-26, c'est le vol MH17. Le problème est évident. Un Antonov AN-26, c'est un avion de transport militaire soviétique. Maximum, il peut aller à 7000 mètres d'altitude. Le MH17 volait à 10 000 mètres. Et c'était pas un avion militaire du tout, c'était un Boeing 777 civil avec presque 300 personnes dedans. Et là, tout se passe rapidement. Sur le terrain, les séparatistes arrivent sur le site du crash. Une vidéo obtenue par les médias australiens, filmée par eux-mêmes, les montre complètement sous le choc. On les entend parler, ils parlent de passeports, de valises, et tout le monde se rend compte que ce sont des civils. Et
d'ailleurs, il y a un photographe français qui arrive assez rapidement, Jérôme Cessini, qui va témoigner qu'il a reçu un appel du porte-parole des séparatistes peu après le crash. Le porte-parole lui a dit qu'il venait de descendre un avion militaire ukrainien, que c'était une victoire, et 15 minutes plus tard, un autre journaliste l'appelle. En fait, l'avion était un civil. Et évidemment, Moscou essaye de faire disparaître le message. Donc, 18h56, le poste est supprimé. Il a été remplacé d'ailleurs par un nouveau presque immédiatement. Le nouveau poste disait « Le premier ministre de la DNR a confirmé la chute d'un avion de passagers. La DNR est intéressée par une enquête objective. Alexander Bourdaï croit qu'il s'agit d'une provocation ukrainienne. » La DNR ne possède aucune arme capable de toucher un avion à cette altitude. Nos armes ont un plafond de 2,5 km. Évidemment, ça passe vite pour un mensonge. Le truc, c'est que les missiles Buk M1 que les séparatistes possédaient peuvent atteindre 25 000 mètres d'altitude, et non pas 2,5 km comme le disait le Premier ministre. Mais il y avait une personne qui archivait tout, Anatole Shmelev. C'était un archiviste à l'université de Stanford, il était spécialiste des conflits internationaux, et Anatole il avait le flair, il l'a senti venir, cette histoire. 2 semaines exactement avant le crash, il a pris une décision qui va tout changer. Il a décidé de soumettre la page V-Contact de Strelkov à la Wayback Machine, tout ce que Strelkov a écrit. Et il a mis une petite note manuscrite à côté. Il a dit « Igor Strelkov est une figure clé du conflit ukrainien. Sa page mérite d'être archivée 2 fois par jour pour documenter l'histoire en temps réel. » Ça, c'est ce qu'il a marqué et c'est ça qui a fait qu'il a eu l'intuition, par rigueur académique, par intuition d'historien, de commencer à tout archiver. On avance encore un petit peu, il est 6h57 de l'après-midi, heure de Moscou, et la Wayback Machine a automatiquement capturé la page de Strelkov, avec le post et avec les vidéos, avec l'aveu. Et là, on va s'intéresser un petit peu à Arthur Bright. Arthur Bright, il est éditeur au Christian Science Monitor, et c'est lui qui va trouver la capture. Immédiatement, il va tweeter « Capture de Strelkov affirmant avoir abattu ce qui semble être le MH17 ». Évidemment, le tweet devient viral. CNN, BBC et rapidement le monde entier. Et l'impact est énorme. Le lendemain, l'ambassadrice US à l'ONU cite la Wayback Machine comme preuve. La Joint Investigation Team, menée par les Pays-Bas, va même l'utiliser comme pièce maîtresse. Ils vont combiner l'archive de la Wayback Machine, des conversations téléphoniques interceptées, des photos du système BUK transporté et des témoignages de locaux ayant vu le missile. La conclusion est sans appel. Le MH17 a été abattu par un BUK M1 de la 53e brigade antiaérienne russe, tiré depuis un champ près de Schnitze, territoire séparatiste. Le système est retourné en Russie le lendemain, et le 17 novembre 2022, Igor Girkin, donc Strelkov, est reconnu coupable du meurtre de 298 personnes. Condamné à la prison à perpétuité, il vit aujourd'hui toujours en Russie qui refuse de l'extrader. Et là, j'ai trouvé un témoignage assez touchant d'une mère hollandaise qui a perdu son fils de 17 ans dans le crash. Elle a dit, je cite, « Pendant 8 ans, nous avons vécu avec le mensonge, les théories du complot, le déni, mais maintenant nous avons toute la vérité. Cette archive numérique a donné une voix à nos décès. » Et c'est vrai que sans cette capture automatique, il n'y aurait pas eu de preuves, il n'y aurait pas eu de justice, et il y aurait juste eu 298 fantômes sans voix. Mais grâce à un archiviste rigoureux et à une machine qui n'oublie jamais, la Wayback Machine, les décès ont pu avoir justice. Ça, c'était une tragédie qui a trouvé sa justice, pour de bon. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les strates du mystère pur. Début des années 2000, quelqu'un, on ne sait pas qui, tape un mot dans son navigateur. Il tape « mortis ». En latin, ça veut dire la mort, le décès, la fin. Pas mort tout court, mais de la mort. Comme si c'était un peu une propriété ou un attribut. Et ce qu'ils vont trouver, ça va être un site web. Le design le plus minimaliste possible. Écran noir, texte blanc et au centre un simple formulaire. Username, password et login. Et c'est tout. Aucune explication, aucun mot de passe, oublié, rien du tout. Aucun lien de contact non plus. Il n'y a pas d'indication de ce que c'est, de qui l'a créé, de pourquoi ça existe. On a juste ce login, c'est tout. Cette petite page là que je vous montre à l'écran. Sur les forums de l'époque, notamment Something Awful, 4chan, les boards un peu obscurs comme ça, et les gens commencent à en parler. Il y en a qui disent qu'ils ont trouvé ce site bizarre, mortis.com, et s'interrogent beaucoup à son sujet. Et évidemment, quelqu'un va examiner le code source. Et là, mes amis, c'est là que ça devient vraiment bizarre. Dans le code HTML, il y a quelques petits commentaires cachés, des références à des fichiers, des liens vers des serveurs, et plus intéressant encore, il y a des indications de téraoctets de données stockées. Et j'ai envie de vous expliquer l'ampleur de la chose. En 1998, Yahoo, vous connaissez Yahoo, le géant d'internet, Yahoo possédait 7,5 téraoctets de data. C'était colossal à l'époque, c'était révolutionnaire. En 99, Yahoo est passé à 24 téraoctets. C'était à la une de tous les journaux tech, c'était énormissime. Mortis.com en comparaison, en 2000-2002, il y a des fichiers individuels de 39 gigaoctets, et juste un fichier. Et ça, il y en a des dizaines, peut-être des centaines de téraoctets de fichiers au total. C'est énorme.
Le nom des fichiers visibles dans le code, c'est par exemple ce que je vous affiche là à l'écran. Et à côté, je vous mets la taille. C'est énormissime. Il y a des mots qui sautent aux yeux, par exemple classified, restricted, confidentiel. Qui pouvait se permettre ça en 2000? Qui avait besoin d'archiver des fichiers classified et restricted? Et évidemment, il y a eu plein de tentatives de connexion. Et pendant des années, les hackers s'y essaient. Scripts automatiques qui vont d'ailleurs tester des milliers de combinaisons, des dictionnaires de mots de passe, des attaques de brute force, comme on les appelle. Mais personne ne va réussir à se connecter. Certains prétendaient avoir vu une liste de fichiers, enfin un aperçu d'une liste de fichiers, mais c'était plutôt de la spéculation. Il n'y a jamais eu aucune capture d'écran, ni aucune preuve de ce qu'il y avait à l'intérieur de Mortis.com. Juste des témoignages anonymes sur des forums qui aujourd'hui n'existent plus. Et évidemment, c'est arrivé avec un énorme lot de théories. Théorie numéro 1, un serveur gouvernemental secret. Backup de données classifiées, CIA, NASA, programme militaire. Évidemment, le nom Mortis, ça pourrait faire référence à des Black Ops ou des opérations un peu sombres qu'il faut vraiment laisser cacher. Théorie numéro 2, un super hacker. Quelqu'un qui a tout compromis. Quelqu'un qui aurait compromis des dizaines et des dizaines de serveurs et qui stockerait tout sur son site mortis.com. Base de données volées, fichiers confidentiels d'entreprise, secrets industriels. Théorie numéro 3, un backup d'entreprise très mal sécurisé. Par exemple, une société qui utilise un domaine un peu au hasard, que personne ne trouverait, pour stocker énormément de data. Une erreur de sécurité monumentale et les gens sont tombés dessus. Le truc, c'est qu'au milieu des années 2000, le site va fermer. Il n'y a pas d'avertissement, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'adieu, il est juste parti. Les forums continuent d'en parler pendant quelques mois, puis plus rien. Mortis.com tombe peu à peu dans l'oubli. Mais alors, moi, ce qui me dérange, c'est ce qui est arrivé après. Il y a quelque chose d'encore plus étrange qui s'est produit. Quelqu'un, on va dire que c'est le propriétaire, on présume que c'est le propriétaire, a demandé explicitement à la Wayback Machine de supprimer toutes les archives, de tout supprimer. Via un fichier robot.txt, c'est une demande légale officielle pour tout supprimer. Et l'Internet Archive, donc les papas de la Wayback Machine, acceptent la suppression. Et aujourd'hui, si vous allez sur la Wayback Machine, vous allez juste être accueilli par Sorry, this URL has been excluded from the Wayback Machine. En gros, désolé, cette URL a été exclue de la Wayback Machine. Aucune archive, aucune capture, aucun screenshot. Effacé, disparu complètement. Et la seule preuve que le site a existé, c'est le fait qu'une demande de suppression a été enregistrée. Quelqu'un a activement effacé Mortis.com de toute l'histoire d'Internet. Mais en 2020, il s'est passé encore quelque chose. Il y a un petit plot twist. Le domaine Mortis.com est, roulement de tambour, réenregistré par un certain Thomas Ling. Même pays d'enregistrement, même type d'hébergeur. Le truc, c'est que le site ne rouvre jamais, ok? Si vous y allez aujourd'hui, c'est une page blanche ou erreur 404, 403, forbidden, ce genre de truc. Le site ne rouvre pas. Mais quelqu'un paye tous les mois 15, 20, 30 euros ou dollars pour garder ce domaine actif. Et depuis 5 ans, sans rien mettre dedans, sans rien publier, juste pour le garder enregistré quelque part. Actif sans lettres. En 2022, il y a une piste troublante. Un chercheur en sécurité examine de vieux logs du serveur de 2002 et il va trouver des connexions entre Mortis.com vers l'université de Stanford. Plus précisément, le département de recherche en intelligence artificielle. Plusieurs connexions sur plusieurs mois. Et évidemment, Stanford a été interrogé et ils ont refusé de commenter. Qui est ce Thomas Ling ? Le truc, c'est que évidemment, les gens ont recherché son nom, mais ça a rien donné de concret. On a trouvé plusieurs personnes, mais en même temps, on a trouvé personne. Qu'est-ce qui était stocké sur ces serveurs ? Quels étaient ces fameux fichiers énormissimes, classifiés, restricted, confidentiels ? Pourquoi effacer toutes les traces de la Wayback Machine après que les gens s'en soient rendus compte ? Pourquoi réenregistrer le domaine en 2020 pour ne pas l'utiliser ? C'est vraiment un truc de fou. Et surtout, quelle était la connexion avec l'IA de Stanford ? Malheureusement, aujourd'hui, personne ne sait. Et pour une fois, la Wayback Machine s'est fait battre. Elle a été censurée. Une tombe numérique dont on a effacé l'épitaphe. Mais malgré tout, sur la pierre, on gardera le nom de Mortis gravé à jamais. On va continuer dans les années 2000. Il y a un site internet qui apparaît. Son nom, c'est ce que je vous affiche à l'écran. Si vous lisez les lettres du milieu à l'envers, ça donne The Human, l'humain en français. Qui est-ce qui l'a créé ? David Denison. C'est un artiste britannique qui avait environ 60 ans à l'époque. Mais la question c'est pourquoi et dans quel but ? Quand on arrive sur la page d'accueil, vous allez tomber sur un mur de texte. C'est pas vraiment organisé, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de structure, il y a juste des mots, des phrases et des chiffres. On note aussi rapidement l'apparition de symboles religieux éparpillés un peu partout et des liens, des dizaines de liens qui mènent à d'autres pages. Vous cliquez sur un premier lien, une nouvelle page s'ouvre. Plus de texte, plus de gris numérique, des passages de la Bible à l'envers et encore plus de liens. Vous cliquez
cliquez sur un autre, et un autre, et un autre, et vous vous rendez vite compte que le site contient des centaines de pages, toutes remplies de numérologie religieuse, de passages bibliques, de symboles occultes, de gifs, d'images perturbantes, d'alphabets magiques, de codes et de chiffres, et encore plein d'autres choses. C'est un véritable labyrinthe. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de sortie claire. J'ai trouvé des passages intéressants de certains visiteurs qui disent que, par exemple, ils étaient sur le site et une musique a commencé à jouer, ils ont fermé l'onglet et la musique a continué. Certaines pages semblent bouger légèrement, un peu comme si elles respiraient, à tel point que certaines personnes disent avoir été forcées de fermer la page ou de détourner les yeux. Sur les forums, depuis plus de 20 ans, il y a des débats. La première théorie, une œuvre d'art conceptuel. Un projet sur la complexité, sur la peut-être recherche de sens dans un chaos. Pourquoi pas, quelque chose d'un petit peu d'artistique. Denison, il aura passé des années à construire ce labyrinthe et ça vient un petit peu mettre du feu à l'huile de cette théorie. Théorie numéro 2, un outil de recrutement sectaire. Les symboles religieux, la numérologie, les messages cachés. Est-ce que ça serait pas là un test pour trouver des personnes, disons, réceptives ? Théorie numéro 3, le travail d'un esprit dérangé. Des centaines de pages, incompréhensibles. Il faut de l'esprit pour arriver à ce niveau-là. Et des années de travail obsessionnel. Mais au final, on pourrait se dire, pourquoi faire ? Pour rien du tout. La théorie numéro 4, celle qui me plaît le plus, c'est celle d'un puzzle à résoudre. Les chiffres, les grilles, les codes, il y a obligatoirement un message caché dans tout ça. Évidemment, personne ne l'a encore trouvé. Quelqu'un sur Reddit a commenté « J'ai passé 6 heures à explorer ce site. J'ai pris des notes, j'ai essayé de décoder les grilles, et à la fin, je me sentais étrange, comme si j'avais lu quelque chose que je n'aurais pas dû lire. » Aujourd'hui, le site est encore actif. Vous pouvez y aller, maintenant, à l'instant même. Ce que je vais faire, je vais vous mettre l'adresse en dessous de la vidéo. Il n'a pas ou très peu changé depuis 2000. Denison le maintient, le met à jour occasionnellement. Mais le truc, c'est que la Wayback Machine, encore une fois, a tout archivé. Chaque version, chaque modification, et ce, depuis 24 ans. Je vous ai dit il y a quelques instants que le site n'avait pas changé depuis 2000. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est toujours la même URL et c'est toujours le même principe. Par contre, le labyrinthe a bien évolué. Et si vous allez vous balader sur la Wayback Machine, vous allez pouvoir voir l'évolution de ce labyrinthe. Année par année, comment il a grandi, comment il est devenu plus complexe, comment il est devenu autre chose. Au fur et à mesure des années, c'est devenu un site abandonné à sa propre folie. Attendez, pas abandonné, maintenu, activement maintenu depuis maintenant 24 ans, par un homme qui ne donne aucune explication. Un peu comme une maison hantée, personne ne l'a détruite, elle est juste là, les lumières sont allumées, la porte est ouverte, et elle attend. Elle attend que quelqu'un entre et se perde à l'intérieur. Maintenant, j'aimerais vous sortir un petit peu du passé, parce que en ce moment même, littéralement pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des pages gouvernementales des États-Unis d'Amérique qui sont en train de disparaître. 20 janvier 2025, midi à peu près, Donald Trump pose sa main sur la Bible. Félicitations, il vient de devenir le 47e président des États-Unis. Et dans les heures qui suivent, c'est des centaines et des centaines de pages gouvernementales qui commencent à disparaître. C'est pas une métaphore, c'est pas une exagération, c'est documenté, c'est mesuré et c'est archivé. Le projet End of Term Web Archive, c'est un consortium de bibliothèques universitaires, on va dire Harvard, Stanford, UNT, qui archive tous les sites gouvernementaux des États-Unis, attention, à chaque transition présidentielle. Leur unique but, ils ont monté des groupes pour sauvegarder tous les sites à chaque transition présidentielle. Par exemple, depuis 2008, à chaque changement d'administration, on a eu les chiffres. Quand c'est passé de Obama à Trump en 2017, il y avait à peu près 2000 pages qui ont été soit modifiées, soit supprimées. Trump à Biden en 2021, à peu près 5000 pages, c'est déjà le double. Biden à Trump en 2025, 70 000 pages qui ont été soit supprimées, soit modifiées. 10 fois plus. Et ça continue. Encore aujourd'hui, il y a des pages qui sont modifiées, qui sont supprimées en sous-marin sans qu'on le sache ni qu'on le voie. C'est 15 fois plus que les transitions précédentes. Et par exemple, des sites tout simples comme le site de la White House, de la Maison Blanche, ça passe de commander des tests gratuits, statistiques de l'État, à de la propagande sur la théorie du lab leak, la fuite de laboratoire que Trump mettait beaucoup en avant. Ils ont enlevé les tests gratuits, ils ont mis beaucoup plus de statistiques, et ça c'est juste la pointe de l'iceberg. Par exemple, le Monument National Stonewall, c'est le site du National Park Service, par rapport aux droits des LGBTQ+. Avant, il y avait toute l'histoire, il y avait tous les mouvements, y compris les personnes transgenres. Après, toutes les références aux personnes trans ont été supprimées, et ça c'est que le début. La chronologie du 6 janvier a changé, le congrès qui avait une page interactive sur l'attaque du Capitole a complètement changé, la base de données sur les violences policières complètement changé, les données climatiques complètement changé, et ça c'est vraiment que quelques pages. On parle là de 75 000 pages qui ont été soit supprimées, soit modifiées, c'est énorme.
Et c'est même allé un peu plus loin. Il y a par exemple eu le problème HIPAA. Certaines données médicales, donc ça tourne vraiment autour du médical, et scientifique étaient protégées par la loi HIPAA. Elles ne peuvent pas être archivées par des tiers sans autorisation spéciale. Et Trump n'a jamais eu cette autorisation spéciale. Pourtant, elles ont été supprimées et elles sont donc perdues pour toujours. Il n'y a pas eu de tombe, il n'y a pas eu de fantôme, il y a juste eu le néant. Et ce qui est assez ironique dans tout ça, c'est qu'en 2019, Trump a signé un document qui s'appelle le Foundations for Evidence-Based Policy Making Act. En gros, c'est une loi très simple qui exige que toutes les agences fédérales partagent leurs données publiquement, maintiennent des archives accessibles et assurent la transparence pour l'évaluation des politiques. Et en 2025, donc 6 ans à peine après, quand il commence son second mandat, son administration va tout supprimer sans demander à qui que ce soit. C'est assez fou et encore une fois, on peut dire merci à la Wayback Machine d'être là, d'exister, parce que toutes ces pages qui ont été supprimées, eh bien, la plupart d'entre elles ont été sauvegardées. Elles font maintenant partie du cimetière numérique, comme j'aime bien l'appeler, mais ça montre vraiment que sans la Wayback Machine, beaucoup de choses disparaîtraient pour toujours. En vérité, et j'aime plutôt bien cette analogie, on assiste là à la création d'un cimetière numérique en temps réel, parce que ça se passe encore aujourd'hui. Il y a des pages et des pages d'informations qui meurent sous nos yeux en ce moment même. Évidemment, on ne sait pas forcément regarder parce que ça peut être une page dans une page dans une page, donc on ne va pas tomber dessus au hasard, mais ça arrive. Et dans 10 ans, la Wayback Machine sera peut-être la seule preuve que toutes ces pages n'aient jamais existé. Et j'ai encore des dizaines et des dizaines de sites comme ça dont j'aimerais vous parler parce que c'est fascinant, mais ça mériterait une vidéo dédiée juste pour ces sites-là du gouvernement américain qui disparaissent ou qui viennent remplir cet immense cimetière numérique. Les amis, si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, ça mange pas de pain, ça supporte énormément la chaîne et le travail que je fais. Likez la vidéo et surtout dites-moi sous la vidéo si vous aimeriez une partie 2 sur la Wayback Machine. Je trouve ça assez cool, j'ai trouvé le concept chez un confrère qui faisait des vidéos en anglais et je me suis dit mais en France personne ne parle de la Wayback Machine, c'est trop bien, il faut ramener ça chez nous. Donc dites-le moi. Voilà, c'était Théo, je vous remercie et à la prochaine, ciao.